Merci beaucoup d'être si nombreuses et nombreux pour ce Flash Actu autour des négociations conventionnelles qui se déroulent en ce moment. Alors pour commencer, faisons un point rapide sur ce que sont ces négociations. Il s'agit de discussions se déroulant entre la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, et les syndicats de médecins libéraux, toutes spécialités confondues, ceci afin de signer ensemble une convention valable pour une durée de 5 ans. Cette convention fixe les relations entre l'assurance maladie et les médecins libéraux conventionnés. En effet, en échange de tarifs réglementés pour leurs actes, une partie des cotisations de ces médecins est prise en charge. La dernière convention datant de 2016, elle est donc arrivée à échéance, mais les négociations ont tardé à s'ouvrir pour différentes raisons, dont le Covid. Mais alors, quels sont les syndicats autour de la table et pourquoi eux? Pour pouvoir siéger aux négociations conventionnelles, il faut que ces syndicats aient obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au cours des élections URPS, Union régionale des professionnels de santé, ayant lieu tous les 5 ans. Sachez qu'il existe 2 collèges, un collège dit des généralistes et un, excusez du terme, dit des spécialistes. Alors voici les résultats des dernières élections datant de mars 2021. Dans le collège des généralistes, les syndicats représentatifs sont MG France, dont la présidente Agnès Gianotti nous a fait l'honneur de sa présence hier à la table ronde, la CSMF, Confédération des syndicats médicaux français, dont le président de leur branche généraliste, Luc Duquesnel, était présent parmi nous aujourd'hui, la FMF, Fédération des médecins de France, et enfin l'UFMLS, l'Union française pour une médecine libre syndicat. Dans le collège dit des spécialistes, l'Union Avenir Spé Le Bloc, la CSMF, l'UFMLS et le SML sont considérés comme représentatifs. Sachez également que depuis 2017, l'ISNAR-IMG est invité à assister au débat en tant que membre observateur, aux côtés des différentes structures jeunes, à savoir l'ANEMF, Association nationale des étudiants en médecine de France, représentée durant ce congrès par Sarah Daubresse et Maxence Faure, l'ISNI, l'Intersyndicale nationale des internes, dont je salue leur présidente Olivia Fregnault, Réagir, le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants, présidé par Élise Fray, ici présente, et enfin, Jeunes médecins. En effet, même si nous ne pouvons pas signer les conventions, nous sommes écoutés en réunion et défendons donc les intérêts des internes, remplaçantes et remplaçants que nous sommes. Les négociations actuelles se sont ouvertes le 9 novembre dernier et se clôtureront, quoi qu'il en soit, le 28 février prochain. À ce moment-là, les syndicats auront donc le choix de signer ou non la convention. La seule condition pour que la convention soit valide est que les signatures obtenues atteignent minimum 30% des suffrages exprimés. Ainsi, actuellement, MG France avec plus de 36% et Avenir Spé Le Bloc avec plus de 39% pourraient choisir de signer une convention seule. Mais une association de la CSMF et de la FMF, par exemple, représentant plus de 30% des suffrages, pourrait également décider de signer une convention contre l'avis des autres syndicats. Mais alors que se passe-t-il si les signatures représentent moins de 30% ou si aucun syndicat ne signe? Dans ce cas, ce qui s'applique n'est pas une convention, qui par définition sous-entend un accord entre les différentes parties prenantes, mais un règlement arbitral. Un arbitre, désigné en amont et chargé de mettre au point les textes régissant les relations entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, je cite, « dans le respect du cadre financier des dépenses de santé ». Ce règlement s'applique alors en attendant que de nouvelles négociations s'ouvrent dans un délai de 2 ans. Pour les négociations actuelles, l'arbitre proposé par la CNAM et accepté par l'ensemble des syndicats est Madame Annick Morel,
énarque et ancienne inspectrice de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales. Mais alors, après 3 mois de discussion et à quelques semaines, même quelques jours de leur clôture, où en sont ces négociations ? Vous n'êtes pas sans savoir que ces discussions se déroulent dans un contexte politique compliqué, comme vous en a parlé Raphaël Prénaud lors de ses différents Flash Actu. En effet, de nombreux textes de loi discutés au Parlement remettent en cause notre liberté d'installation, voire même le sens même de notre métier. Les négociations sont elles-mêmes particulièrement tendues, du fait de la colère sourde des professionnels de terrain, s'exprimant à travers leurs syndicats, sur les réseaux sociaux et dans les différentes manifestations ayant eu lieu. Ce mécontentement a augmenté la pression mise sur la Caisse et sur les syndicats pour la future convention. Ainsi, et c'est historique, dès la première réunion, l'ensemble des syndicats a quitté la table. En effet, ils considéraient que les questions tarifaires, sujet central des discussions, n'étaient abordées que trop tardivement. Ce retrait de l'ensemble des syndicats s'est d'ailleurs reproduit dernièrement suite à la présentation du contrat d'engagement territorial dont nous allons parler maintenant et qu'a évoqué Madame la Ministre hier. En effet, le projet de convention présenté par la Caisse nationale d'assurance maladie se structure autour de 2 évolutions. D'une part, la mise en place d'un contrat d'engagement territorial et d'autre part, la hiérarchisation des actes. Tout d'abord, commençons par le contrat d'engagement territorial. C'est un contrat signé avec la Caisse dans lequel le médecin s'engage à augmenter son implication dans les besoins de soins de son territoire. En échange de quoi, il ou elle a accès à des tarifs de consultation supérieurs. De façon pratique, pour remplir ce contrat, le médecin doit remplir une condition dans chacun des 4 thèmes que vous voyez affichés. Prenons un exemple. Un médecin installé en secteur 1, dans une zone non marquée comme sous-dotée, doit, pour accéder aux tarifs de consultation supérieure, à la fois engager un assistant médical, s'engager dans une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé, et ouvrir son cabinet 35 samedis matins par an, sur 52 semaines. Et c'est là qu'intervient la hiérarchisation des actes. En effet, la CNAM prévoit 3 niveaux, à savoir le niveau de base, le niveau de consultation complexe et enfin un niveau de consultation très complexe. Ces 2 dispositifs soulèvent des problèmes différents aux différents syndicats. Tout d'abord, l'engagement territorial crée une différence entre les bons médecins qui s'engagent sur leur territoire et ont donc accès à des tarifs de consultation supérieurs, et les mauvais médecins qui ne s'engagent pas et sont donc cantonnés aux tarifs de base. La hiérarchisation des actes, quant à elle, était demandée par plusieurs syndicats, mais la question se pose sur le contenu de ces différents niveaux de consultation, point sur lequel la CNAM reste volontairement floue. Mais ces niveaux de consultation ouvrent automatiquement la question concrète de la rémunération et du prix de chaque niveau. Ainsi, Thomas Fatome, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, répète constamment, et depuis le début des négociations, qu'il y aura une revalorisation et que celle-ci sera conséquente. Les chiffres sont là pour le montrer, ils sont tombés la semaine dernière, et l'acte de base passe de 25 € à, tenez-vous bien, 26,50 €. Tout naturellement, ce tarif ne convient à aucun syndicat. Et comme vous l'a dit Raphaël Prénaud hier, un appel à la grève a été lancé par l'ensemble de l'intersyndicale pour le 14 février prochain. Il sera, entre autres, question de revalorisation des tarifs des consultations à un niveau décent. Le conseil d'administration de l'ISNAR-IMG s'est d'ailleurs positionné dimanche dernier, à l'unanimité, en soutien de ce mouvement de grève. Nous serons donc aux côtés des syndicats de médecins libéraux et nous vous appelons à en faire de même. Désormais, qu'est-ce qu'il nous attend pour la suite et la fin de ces négociations ?
Si vous avez bien suivi, il reste 18 jours aux différentes parties prenantes pour essayer de trouver un terrain d'entente et ainsi espérer la signature d'une convention pour les 5 ans à venir. Pour l'instant, vous l'aurez compris, nous en sommes très loin. Les réunions vont donc se poursuivre entre la Caisse d'assurance maladie et les différents syndicats. De notre côté, nous allons continuer à défendre les intérêts des internes, remplaçantes, remplaçants et futurs docteurs que nous sommes. Je vous remercie. Il nous reste un peu moins d'un quart d'heure si certains ont des questions. Ou des réactions. Enguerrand pour Rennes. Je voulais savoir si la convention était signée et qu'il y avait la partie RET avec la partie à 26,50 pour les mauvais médecins et puis les autres avec une revalorisation. Ceux qui sont à 26,50, ils font partie de la convention, ils sont secteur 1, 2, enfin, ils ont quel statut en fin de compte? Alors, c'est toujours la convention qui prévoit, on va dire, une base à 26,50 pour l'acte de base et à travers ce contrat d'engagement territorial, une revalorisation pour les autres. Et là, vous mettez le point sur un des problèmes qui est dénoncé par les syndicats seniors, c'est que ce contrat d'engagement territorial rend finalement caduque la convention unique et pour tous les médecins conventionnés qui avait lieu jusque-là. C'est-à-dire que chacun créerait sa petite convention avec son contrat d'engagement territorial. Bonjour, Ophélie, interne sur Poitiers. Par rapport au fait que ça pourrait créer plusieurs petites conventions, est-ce qu'il n'y a pas un recours en justice en fait mené par tous les syndicats pour dénoncer l'absurdité juridique de la chose? Alors, je ne pense pas, je t'avoue que je te réponds sans certitude sur le côté juridique. De toute façon, je t'avoue que je n'ai pas la réponse plus précise que ça. Excuse-moi. Audrey, je suis interne à Rennes. J'avais une question par rapport au niveau de consultation. Là, on disait le premier niveau, c'est 26,50. On a une idée des tarifs sur les niveaux 2 et 3 ou c'est pas du tout défini pour l'instant? Ça fait justement partie de la colère des syndicats et des structures observatrices, puisque si on reprend, je vous ai dit, dès la première réunion, tout le monde a quitté la table en disant il faut qu'on parle rapidement de rémunération. Ils ont réorganisé les réunions, officiellement ils en parlaient plus tôt. Les chiffres tombent à 2 semaines et demie, 3 semaines de la fin de la convention. Et pire que ça, les seuls chiffres qui ont été annoncés, c'est la consultation de base. On n'a absolument aucune vision sur les autres. Si vous voulez un petit peu l'état des négociations, de ce que souhaitent les autres syndicats seniors, de manière générale, on va faire une espèce de moyenne. Ce qui serait souhaité, c'est un niveau 1, donc un niveau de base à 30 €, un niveau 2 à 60 et un niveau 3 à 80 €. Je vous dis ça, c'est absolument pas les chiffres annoncés par la CNAM puisqu'ils n'ont rien annoncé. Bonjour, Anne, du coup je suis tout au fond, interne à Besançon. C'est juste par curiosité, mais concrètement, un médecin généraliste non conventionné, ça donne quoi en fait? C'est-à-dire que le patient va payer la consultation mais ne sera pas pris en charge, mais est-ce que ces soins derrière le sont, où tout son parcours est annulé et puis je me questionne. Alors, si tu décides de ne pas te conventionner, tu appliques tout d'abord les tarifs que tu souhaites, mais tes patients sont donc pas remboursés, en effet, et ceci, si je ne me trompe pas, s'applique uniquement à ta consultation,
Si ensuite le reste du soin se fait sur des professionnels conventionnés, il rentre dans le parcours de soins. Bonjour, Kramer Adrien de Poitiers. On voit beaucoup parler sur les réseaux sociaux à partir du mouvement, le collectif Médecins pour demain, qui parle d'un déconventionnement collectif. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est revendiqué par les syndicats comme une menace lors des négociations avec la CNAM. Je voulais savoir quelle était la position des syndicats seniors et celui du LISNAR à ce sujet-là. Alors, par rapport aux discussions justement qu'on a avec les syndicats seniors, il faut savoir donc on les a très régulièrement au téléphone. Vous l'avez vu, on est en très bonne entente avec certains qui étaient présents à notre congrès. Aucun ne signera dans ces conditions, ça c'est sûr et certain. Pour autant, il y a l'arbitrage si ce n'est pas signé et il ne parle pas de déconventionnement collectif. Tout de même, j'attire l'attention sur l'UFMLS, qui est un syndicat qui a toujours prôné plutôt la sortie de la convention et qui tient d'ailleurs des assises du déconventionnement au courant du mois de mars. Et donc, eux, ça peut être un point de vue qu'ils revendiqueraient en fonction de ce qui est signé ou pas signé, de ce qui se passe. Bonjour, Camille, interne à Saint-Étienne. J'avais une question sur les cotations. Si je comprends, les deux autres niveaux, donc niveau au-dessus du niveau de base, seraient les seules cotations auxquelles on aurait à nouveau accès. Ça veut dire qu'il n'y a plus le CG, le frottis, il n'y a plus les consultations pédiatriques jusqu'à 6 ans. Ça s'arrête à 2, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça ma question. Merci. Alors, en effet, l'idée, c'est donc, dans le cadre d'une simplification de la cotation, de côté des niveaux de consultation. Et donc, si une consultation engage un frottis ou des choses comme ça, on passe sur un niveau de consultation supérieur. C'est pour ça qu'en effet, on ne trouve plus les cotations supplémentaires. Et tu soulèves l'idée des consultations pédiatriques. Justement, ça fait partie des choses où quand ils nous annoncent ça en réunion, sachant que pour l'aparté, on n'a pas les diapos avant l'heure, on ne les a pas d'ailleurs non plus après, ce qui fait que c'est compliqué de réagir sur le coup, mais la question se pose justement de ces consultations, et c'est là où la caisse reste floue, en nous disant pas si ça apparaîtra dedans, qu'est-ce qu'on pourra coter, combien ce sera payé. Peut-être une dernière question. Ah. Donc moi c'est Claire, je suis interne à Lyon. J'ai pas très bien compris, si la convention n'est pas signée, il y aura un arbitrage, et que va dire l'arbitrage ? Alors, que va dire l'arbitrage ? Je ne peux pas te le dire dès maintenant, mais le rôle de cet arbitre est de faire quelque chose, en théorie, entre les deux, mais surtout, la vraie règle de l'arbitrage, c'est ce que je disais, c'est dans le cadre des dépenses de santé. Donc, lui, il a un cadre financier qui est dicté dès le début, et il n'en sortira pas, et donc on ne peut pas savoir comment il réglera les différents curseurs entre la consultation, les forfaits ou autres, mais ce n'est pas souvent en notre faveur. Et du coup, il y a une personne qui a été définie comme arbitre, et j'ai pas compris qui c'était. Est-ce que ça pourrait influencer effectivement ces décisions ? Alors, je n'ai peut-être pas été très clair. Donc, dès le début, dès l'ouverture des négociations, la Caisse propose un arbitre. Donc là, en l'occurrence, c'est donc Madame Annick Morel, qui est donc une énarque, ancienne inspectrice de l'IGAS. Donc, l'IGAS, c'est l'inspection générale des affaires sociales. C'est une branche d'un ministère, mais c'est un peu compliqué, que je ne vais pas tout t'expliquer comme ça. Mais, et en fait, ce qui est important, c'est que cette personne est donc proposée par la Caisse nationale d'assurance maladie à tous les syndicats, qui l'acceptent tous avant de se mettre autour de la table. Il n'est pas question, une fois que, comme maintenant, on est à 18 jours, on sent que c'est très tendu, de maintenant décider quelqu'un. Ils l'ont accepté dès le début. Du coup, peut-être la dernière là-bas.
Juste une dernière, enfin juste pour savoir, c'est quoi le mieux? C'est que les syndicats signent la convention ou d'avoir un arbitrage? Ou ça changera rien en termes de renégociation de convention? Je te dirais que tout dépend de la convention. C'est-à-dire que si la convention nous convient, et enfin, nous convient forcément à nous aussi, et aux syndicats seniors, vaut mieux la signer, hein, c'est toujours mieux, c'est plus stable pour 5 ans. Si elle ne convient pas, l'idée n'est pas de la signer et de plutôt attendre la réouverture de négociations avec la... Mais en l'état, là, si ça bougeait pas? Ça, je laisse libre à chacun de savoir si cette convention est valide ou pas. Je pense qu'on est à l'heure, on est dans les temps. Je vous remercie beaucoup pour notamment toutes ces questions.